Merci d'être là pour une nouvelle conférence des jeudis du RHNE. Je remplace au pied levé le docteur Olivier Plachta qui a un empêchement. Donc moi, je m'appelle Pierre-Emmanuel Bis, je suis responsable de la communication. Je ne vais pas faire très long, je voulais juste introduire le sujet brièvement et les intervenants du soir avec une précision utile en introduction, c'est que la RTS télévision, comme vous le voyez à ma droite, est présente ce soir, va faire quelques images de la conférence puisqu'il prépare un sujet sur la grossesse et le sport, et que dans ce cadre-là, si vous refusez absolument d'être en image quelque part sur le 19h30, peut-être qu'il faut sortir de la salle, brièvement. Ou non. Si vous levez la main. Oui, on ne vous prendra pas. Tout va bien, alors c'est parfait. Donc, pratiquer une activité sportive pendant la grossesse, est-ce que c'est une bonne idée ? A priori, oui. En tout cas, c'est ce que vous diront les intervenants du soir. Mais il y a peut-être quelques conseils à suivre pour limiter les risques. Mais je vais les laisser développer avec expertise cette thématique. Interviendront dans l'ordre d'apparition. Tout d'abord, le docteur Michel Onkeler, qui est médecin chef de service en réadaptation et médecin chef du centre de médecine du sport du RHNE, qui est basé au Val-de-Rue. Ensuite, Amélie Demarzo, qui est physiothérapeute du sport indépendante et qui est sportive et maman, donc qui aura un témoignage pratique sur cette problématique. Et pour terminer, la doctoresse Romina Capoccia-Brugère, qui est médecin-chef du service d'obstétrique du RHNE. Comme de coutume, après la conférence, il y aura des questions-réponses qui seront ouvertes pendant une quinzaine de minutes. Je vous demanderai de lever la main pour pouvoir poser votre question parce qu'il y a des micros qui doivent vous être donnés pour pouvoir être entendus par le captage, puisque la conférence est ensuite disponible sur notre site internet et aussi sur les réseaux sociaux. Et ensuite, un apéritif dans l'atrium juste à côté. Donc je vous souhaite une excellente conférence et une bonne soirée et puis à bientôt. Voilà, bonsoir tout le monde. On va parler d'un sujet qui est quand même assez récent finalement, je pense, et quelque chose qui était assez tabou jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de vous amener quelques éléments par rapport à la pratique du sport chez la femme déjà, et puis ensuite aussi par rapport à l'activité physique durant la grossesse. C'est peut-être un peu bizarre que ce soit un médecin du sport qui parle de ça, mais c'est vrai qu'on a de temps en temps des questions aussi, et puis je vous montrerai tout un élan qui se fait par rapport au suivi des athlètes d'élite aussi, pendant la grossesse et surtout après aussi avec la reprise du sport après la grossesse. Pardon. Voilà, donc nous venons de loin, enfin surtout vous les femmes, vous venez de loin. Vous voyez qu'aux Jeux Olympiques d'Athènes en 1896, il n'y avait aucune femme qui a participé. Donc ce n'était pas du tout dans le trend de l'époque d'avoir une activité sportive chez la femme. D'ailleurs, à l'époque, Pierre de Coubertin, qui avait remis sur pied les Jeux Olympiques, avait dit « La femme est avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille, et doit être élevée en vue de cet avenir immuable. » Donc on mettait très bien la femme à sa place, elle devait être à la maison, avoir des enfants, s'occuper du ménage, et l'activité sportive n'avait pas lieu d'être. J'ai eu l'occasion de visiter une exposition à Paris récemment où pendant les Jeux Olympiques, ils ont fait quelques sujets sur en lien avec les Jeux Olympiques. Et ça s'appelle « À nous les stades, une histoire du sport au féminin ». Et j'ai repris quelques éléments de cette exposition que je trouvais intéressants. Par exemple, vous voyez que les femmes ont été autorisées à porter la culotte, donc pas la robe ou la jupe, mais seulement depuis 1892. Et c'était uniquement si elles faisaient du vélo. Il fallait passer à la préfecture pour une autorisation de porter le pantalon quand on faisait du vélo. Et pour l'équitation, c'était en 1909. Donc vous voyez qu'à l'époque, en France, alors je ne sais pas chez nous, je n'ai pas été recherché, mais en France, on n'avait pas le droit de se promener autrement qu'avec une jupe, sauf si on faisait du vélo ou de l'équitation. En sport, il y a l'équitation, qui est un sport actuellement très féminin. À l'époque, il y avait, je pense, le côté masculin, guerrier sur le cheval. Les femmes n'avaient pas l'autorisation de montrer autrement qu'en Amazon et en compétition. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, puisque vous voyez qu'en 1930, on a enfin autorisé les femmes à faire des compétitions en montant à califourchon sur le cheval. Et je ne vous dis pas de faire du saut à cheval, enfin moi je n'ai pas fait, mais je pense de faire du saut à cheval, franchir des obstacles en Amazon, ça devait être d'autant plus difficile que ceux qui étaient à califourchon sur leur cheval.
Lors de cette exposition, je suis tombé sur ce livre que vous pouvez trouver en libre lecture sur Internet à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, où des chercheurs, entre guillemets, de l'époque avaient écrit en 1900 sur la bicyclette et les organes génitaux. C'était le début de la bicyclette, et tant chez les hommes que chez les femmes. Il y a tous des chapitres sur le type de selle, quels sont les risques, etc., les effets du vélo sur les organes génitaux, sur l'utérus, etc. Et j'ai ressorti un petit bout là où vous voyez, il est prudent en effet de conseiller aux femmes de ne point monter à bicyclette pendant leur période menstruelle. Mais combien pouvons-nous citer de cyclistes que nous avons du reste blâmés de leur imprudence, qui étaient indisposés, ont enfourché leur machine, même pour de longues promenades. Donc c'était la vision de l'époque, de la femme, il fallait la protéger et on n'avait pas le droit de faire grand-chose dans le sport. Heureusement, les choses vont un petit peu progresser avec les années. Après, vous verrez que d'abord, on a placé la femme, l'activité physique, dans un but bien particulier. Donc, on va dire peu à peu, et écrire, surtout à l'époque, c'était surtout des médecins masculins. Je vous ai mis un petit schéma en haut à droite, là, qui montre que le nombre de femmes et d'hommes qui sortent des études de médecine en Suisse, vous voyez qu'en 1940, il y avait seulement 8 femmes qui avaient fait la formation de médecin pour 70 hommes. Et en fait, maintenant, le trend a changé. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est là ce soir sur ce sujet. Et depuis 2006, en tout cas, on a plus de femmes formées comme médecins que d'hommes. Donc les hommes, à l'époque, dans les années 1900-1920, voulaient que l'activité physique avait un intérêt pour la femme. Mais en fait, l'intérêt, c'était plutôt de former la femme et préparer la femme à pouvoir avoir des enfants, être en bonne santé pour avoir des enfants, sans ce côté compétition ou bien-être finalement de la personne. Avec le risque aussi, on avait une crainte qu'en faisant de l'activité physique, on allait viriliser les femmes. Je vous ai sorti ce petit exemple. Vous voyez qu'en 1906, alors un des premiers sports qui a été plutôt poussé pour les femmes, alors il y avait les nobles à l'époque qui faisaient du tennis ou de l'équitation, et puis un petit peu plus populaire, on a commencé d'autoriser plutôt la natation et la gymnastique. Il y a les premières compétitions de natation ouvertes aux femmes, notamment à Paris, des clubs de natation pour les femmes sont créés, et puis on fait des compétitions. À l'époque, ça se faisait dans la Seine, qui devait être très propre, je pense. Il y avait moins de discussions savoir si elle était polluée ou pas que durant les JO. En tout cas, jusqu'en 1923, on avait le droit de se baigner dans la Seine. Après, ça a été fini jusqu'à cette année. Donc, on a commencé à pousser les femmes à faire un petit peu de sport pour affermir leur ventre, redresser le dos, et puis d'avoir une préparation idéale dans l'idée de la maternité, qui était à l'époque considérée comme la finalité finalement biologique de la femme. Il y a eu des précurseurs, là je cite en particulier Madame Alice Mia, qui était une Française, qui a défendu l'activité sportive et le côté compétition finalement pour les femmes. Elle avait demandé à M. de Coubertin de pouvoir introduire les compétitions d'athlétisme en 1920 aux Jeux Olympiques, et puis il avait refusé, il avait dit qu'il n'était pas question que les femmes fassent l'athlétisme, ce n'était pas possible. Et puis finalement, elle a créé, ça ne s'appelait pas Jeux Olympiques parce qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser le terme, mais les Jeux féminins, où elle a invité toutes sortes d'athlètes femmes, il n'y avait que des femmes à Paris en 1922 pour faire des Jeux Olympiques de la femme finalement. Et après, en fait, les autorités du CIO se sont rendues compte que finalement, ça pouvait être intéressant d'avoir les femmes avec soi, et puis elles ont pu commencer de faire différents sports comme les hommes aux Jeux Olympiques. Là, je vous ai mis un petit schéma. Vous voyez qu'il y avait peu de sports aux Jeux Olympiques. Donc, en 1896, aucune femme. En 1900, il y en avait, sauf erreur, une vingtaine qui avaient le droit de faire du tennis et du golf. Donc, c'était plutôt la bonne société à l'époque qui avait pu participer à ces sports. En 1904, elles avaient le droit de faire du tir à l'arc. C'était aux États-Unis, à Saint-Louis, il y avait 6 participantes, dont 5 d'un même club proche du lieu des Jeux Olympiques. Donc, c'était une entrée tout en douceur. Et vous voyez qu'après, les sports vont petit à petit s'élargir avec la natation, le patinage artistique, l'escrime. Et puis en 1928, enfin, l'athlétisme et la gymnastique artistique. J'ai trouvé cette jolie affiche pour vanter une fête nationale de la sportive en 1942 en France.
Je trouvais intéressant, parce que dans le contexte peut-être 1942, mais aussi le fait que ce soit le papa qui porte l'enfant et puis la femme qui allait faire du sport. Je pense que c'était assez avant-gardiste à l'époque. C'est pas si vieux que ça qu'il y a encore eu des problèmes. Vous voyez qu'en 2005, le président de la Fédération internationale de ski estimait encore que le saut à ski n'était pas adapté aux femmes d'un point de vue médical. Alors je ne sais pas pourquoi ce n'était pas adapté du point de vue médical, ils ne précisent pas, mais ils avaient retenu que ce n'était pas possible. Et puis, finalement, les femmes qui font du saut à ski ont fait un procès au CIO et puis aux organisateurs des Jeux de Vancouver en 2010, comme étant exclus finalement, et ils ont obtenu finalement le droit de participer en 2014 aux Jeux de Sochi, aux Jeux Olympiques. Donc c'était hier, hein, ça fait 10 ans. Et puis la première championne olympique, je vous ai mis une photo, c'était Carina Vogt, une Allemande, qui était la première championne olympique de saut à ski. Aujourd'hui, on fait bien des progrès. Donc, on a obtenu l'égalité hommes-femmes comme participants aux Jeux Olympiques de Paris. C'est la première fois. Hein. Il reste quelques différences entre les hommes et les femmes dans certains sports, avec des adaptations. Par exemple, en gymnastique artistique, ce n'est pas tout à fait les mêmes engins qu'on utilise. Les hommes font des barres parallèles, les filles des barres asymétriques, par exemple. En athlétisme, les femmes font de l'heptathlon, les hommes du décathlon. Donc, il y a 3 épreuves de plus. Dans certains sports, comme le canoë, elles ont des distances différentes entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a des catégories de poids aussi différentes dans certains sports, surtout les sports de combat ou l'haltérophilie. C'est intéressant de voir qu'actuellement, il y a 2 sports auxquels les hommes n'ont pas le droit de participer aux Jeux Olympiques. C'est la gymnastique rythmique sportive et puis la natation synchronisée. Il ne reste plus qu'un sport où les femmes n'ont pas le droit de participer. C'est la lutte gréco-romaine. Elle participe à la lutte libre, ça s'appelle, mais il y a un type de lutte qui s'appelle gréco-romaine pour lesquels il n'y a pas de compétition féminine. Et puis, ce qu'on voit, ce qui se développe de plus en plus, c'est les épreuves mixtes, hein, où il y a des hommes et des femmes qui participent en même temps. Déjà, les sports équestres, ça fait depuis très longtemps que on participe ensemble. Il y a des épreuves de voile. Et puis, maintenant, il y a des relais, par exemple, en athlétisme. Il y a un 4x400 mètres mixte, des épreuves de badminton, où vous avez un homme et une femme, des épreuves mixtes en tennis. Enfin, il y a plusieurs sports. Maintenant, on est ensemble. Je vous ai mis un exemple donc récent par rapport au JO. Ça a paru dans la presse un peu partout, sur cette escrimeuse qui fait du sabre, qui est d'origine égyptienne, sauf erreur, et puis qui était aux Jeux de Paris enceinte de 7 mois. Bon, j'ai mis quelques exemples à ne pas suivre pour elle. On verra tout à l'heure dans les sports un petit peu qu'il faut faire ou pas faire, que présentera Romina, mais c'est peut-être pas l'idéal, l'escrime comme sport de compétition, parce qu'il y a des chocs, et puis c'est du sport de très haut niveau aux Jeux Olympiques. On va peut-être aller au-delà un petit peu de ses possibilités. Il faut savoir qu'elle a caché sa grossesse, donc il faut réussir jusqu'au 7e mois pour aller aux Jeux Olympiques, parce qu'elle voulait absolument participer. Je crois que c'était ses 2e ou 3e Jeux Olympiques, et puis elle a même gagné un match, et puis elle était en 8e de finale où elle a perdu. Elle a déclaré après ça, pour elle, c'était les montagnes russes de la grossesse, que c'était difficile à vivre, et devoir se battre pour maintenir l'équilibre entre la vie et le sport est tout bonnement épuisant, mais même si ça en valait la peine. Donc, ce n'était pas tout facile quand même, elle a réussi à atteindre son objectif. Il y a des médaillés olympiques, j'y reviendrai tout à l'heure aussi sur quelques abus, mais vous voyez quelques exemples de femmes qui ont été médaillées olympiques en étant enceintes. Parfois, elles le savent, parfois, elles ne le savent pas encore. Je pense que la patineuse de vitesse italienne en 2014, qui était enceinte de jumeaux à 1 mois, peut-être qu'elle ne savait pas encore qu'elle était tout à fait enceinte. La joueuse de volleyball, de beach volley, qui a été médaille d'or en 2012, était à 5e semaine de grossesse. Et puis, on a quand même après, alors là, elle savait qu'elle était enceinte, la joueuse de curling canadienne qui avait été en 5e mois de grossesse avec une médaille d'argent. Et puis, je crois que c'était une Allemande qui a été aux Jeux d'Athènes en 2004 en dressage à cheval, qui était elle enceinte de 5 mois aussi. Donc, on peut être enceinte et puis faire du sport de haut niveau. Ce n'est pas forcément ce qu'on va toujours conseiller, mais ça se fait. Non seulement il y a la grossesse, mais il y a l'après-grossesse et la difficulté aussi chez la sportive d'élite en particulier, dont c'est quasi le métier de faire du sport, c'est de revenir et de pouvoir retrouver ses compétences sportives après avoir une grossesse et un accouchement. C'est un sujet qui est très récent finalement, dont on parlait peu jusqu'à peu de temps. Vous voyez qu'une enquête en 2021 en France
qui a enquêté sur le sport de haut niveau et la maternité, que 70% des athlètes qui avaient été interrogés, donc des femmes, considéraient que la maternité pendant la carrière sportive comme une véritable prise de risque dans le contexte d'un projet de performance à haut niveau. Et puis, 50% par exemple disaient que c'était un sujet un peu tabou, la grossesse dans la carrière sportive, ou que c'était seulement parfois abordé. Il y a un témoignage là, que j'ai retrouvé d'une athlète anglaise qui faisait de l'heptathlon, de l'athlétisme. En 2000, elle était championne olympique d'heptathlon à Sydney. Et puis après, elle était enceinte et elle a été exclue d'une certaine façon par ses entraîneurs et son entourage sportif en disant qu'elle ne voulait plus la voir jusqu'à qu'elle revienne à son niveau d'avant. Il y a aussi des pressions de sponsoring. Moi j'y reviendrai tout à l'heure, des sponsors qui ont exclu des sportifs parce qu'elles étaient enceintes et puis qu'ils avaient peur que ça leur apporte plus assez d'argent et puis qu'elles soient plus assez performantes. Mais on peut très bien avoir un enfant et revenir avec une carrière sportive de haut niveau. On a de plus en plus d'exemples, même des femmes qui reviennent assez vite à des très bons niveaux. Et vous voyez que là, de nouveau au jeu, cette année, il y a une Anglaise, alors c'est du tir, il y a peut-être moins de contraintes physiques, mais quand même, à 3 mois après avoir accouché, vous la voyez ici avec son mari et puis son petit ou sa petite de 3 mois, elle a remporté une médaille d'argent au tir. Et puis, lors de ces JO de Paris, vous voyez qu'il y a une Anglaise qui a gagné une médaille en cyclisme sur piste, une médaille d'or, sauf erreur. Et puis en équitation aussi, toutes des mamans, une en aviron, deux en aviron, et puis certainement qu'il y en a plein d'autres aussi que j'ai pas cités là. Mais comme quoi, maintenant, on peut faire du sport de haut niveau, avoir un enfant et revenir faire du sport de haut niveau. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la difficulté auquel ont été confrontés plusieurs athlètes, même récemment. Vous voyez qu'en 2019, une Française qui fait du lancer du disque a perdu son contrat avec son sponsor Nike parce qu'elle avait la naissance de sa deuxième fille. Il faut savoir que cette athlète française était encore au JO cette année pour la 5e fois d'affilée, donc ça fait 20 ans de carrière, avec plusieurs médailles olympiques et une athlète de très haut niveau. Et celle qui a fait un peu bouger les choses, qui vient d'être élue d'ailleurs au comité du CIO cette année pour représenter les athlètes, c'est Madame Alison Felix, qui est une athlète d'athlétisme. Vous voyez qu'elle a 7 fois médaillée d'or, 11 fois championne du monde, et qui avait aussi été maltraitée par Nike, qui lui avait dit qu'au moment où elle est tombée enceinte, vous ne nous intéressez plus, on rompt les contrats vu que vous êtes enceinte. Et elle s'est battue, et puis elle a obtenu gain de cause. Et maintenant, Nike a changé sa politique envers les athlètes, et puis je pense qu'ils ont, sous la pression médiatique aussi, ont été obligés d'accepter ça et puis de soutenir les athlètes durant leur grossesse. Événement aussi récent, c'est aux Jeux de Paris, c'est qu'on a mis en place une crèche, enfin le CIO a mis en place une crèche justement sur la pression de Alison Felix aussi, pour que les mamans et les papas puissent profiter de leurs enfants durant les JO dans un endroit approprié et puis qu'ils puissent se rencontrer à cet endroit-là. Et si vous allez sur Internet, il y a une joueuse de water-polo qui témoigne, une Australienne, qui a pu comme ça profiter de cet endroit spécifique. Donc tout ça montre un peu les progrès qu'on a quand même par rapport à l'activité physique et le sport pour la grossesse et l'après-grossesse. Je fais une petite parenthèse un peu plus triste, c'est l'utilisation de la grossesse comme dopage. On sait que au début de la grossesse, on peut améliorer, si on supporte bien sa grossesse, ses capacités physiques qui vont être meilleures qu'en n'étant pas enceinte au niveau cardiaque, pulmonaire, souplesse. Et on soupçonne, alors il n'y a pas de preuves certaines, mais on soupçonne que les pays de l'Est, de la RDA et de l'URSS à l'époque, aient utilisé la grossesse comme moyen dopant. On mettait les jeunes filles enceintes avant les JO ou avant des compétitions importantes, et puis on les faisait avorter par la suite. Alors, donc, on a des témoignages d'athlètes après coup. Et puis, ce qui a fait soupçonner le problème, c'est les médaillés russes des Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, où 10 des 26 médaillés russes étaient enceintes. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez énorme à une époque où on ne conseillait pas forcément de faire de l'activité physique pendant une grossesse. Et il y a une Russe qui a témoigné, qui était championne olympique par équipe de gymnastique artistique en 1968, qui a dit qu'elle avait dû être mise enceinte avant les JO de Mexico, et puis elle a dû avorter après 10 semaines de grossesse. Et puis on a
beaucoup d'exemples de personnes très performantes, mais je pense que voilà, celle qui est enceinte d'un mois, l'italienne qui fait sa médaille, elle était même peut-être pas au courant qu'elle devait être enceinte. Et puis qu'on voit certaines femmes qui sont vraiment très mal en début de grossesse aussi, et c'est pas un avantage. On a des fois des surprises. Là, dans le dopage, vous voyez que ce joueur de basket américano-bosniaque qui jouait en France a été suspendu 2 ans pour grossesse. Vous pensez que c'est pourquoi? Il y a quelqu'un qui a une idée? Non, pas encore ça. Mais ça pourrait arriver une fois. Ouais. En fait, il y a plusieurs choses. Ça pourrait être éventuellement une tumeur qui produirait une hormone qu'on peut avoir pendant la grossesse. Il pourrait avoir pris des produits qui simulent ça, mais c'est tout bête. En fait, il a pris les urines de sa femme pour le contrôle antidopage, pour pas se faire attraper, parce qu'il fumait du cannabis, il n'avait pas le droit d'utiliser du cannabis. Et puis, quand ils ont fait le contrôle antidopage, ils ont regardé ça. Et puis, comme ça, il a pu dire à sa copine qu'elle était enceinte. Et puis, que lui, il avait 2 ans sans travail. Voilà. Il a été exclu. Et j'ai vu, il a repris là, le basket en France de nouveau. Et puis, voilà, il fait attention. Et c'est pas le seul exemple. Hein. Il y a un cycliste hollandais qui s'est fait attraper comme ça, où il a pu aller utiliser les urines de sa copine, et puis qui était enceinte. Et puis, c'est comme ça qu'on les a attrapés. Voilà. Que peut-on faire ou ne pas faire? On va le voir tout à l'heure avec Romina. Je vous ai juste mis ce lien. Suisse Olympique fait beaucoup de travail actuellement sur le sport et la femme. Si vous allez sur le site, il y a par rapport tout un chapitre sur le cycle et la pratique sportive, les seins et la pratique sportive, la grossesse et la pratique sportive. Enfin, il y a toutes sortes de chapitres comme ça qui sont très bien faits, qui résument un petit peu les choses et qui vous donnent des pistes intéressantes. Et il y a des témoignages aussi d'athlètes qui ont passé par là, et puis d'une collègue gynécologue aussi obstétricienne qui est très au point et en avance sur ce domaine. Voilà, on va passer avec un témoignage et les idées de la physiothérapeute. Donc, je vais passer la parole à Amélie de Marzo. Moi, Amélie, j'en ai entendu parler parce qu'elle faisait la course à pied comme moi. Et puis, une fois, je faisais une course de relais dans le Val de Travers. Alors, je ne sais plus si c'était à Travers ou à Couvet, mais c'était à Couvet, où j'avais entendu qu'elle courait enceinte, en fait. Et puis, c'était en 2017, donc voilà, un petit peu surpris. Et puis, en fait, je l'ai recroisée l'année passée en Norvège, où j'allais faire du ski de randonnée. Et puis, elle était enceinte de 7 mois, puis elle allait faire une semaine de ski de fond en Finlande. Donc voilà, quand on a parlé du sujet de la grossesse et de l'activité physique, j'ai trouvé ma témoin. Et puis Amélie a encore fait 3e du BCN Tour dans sa catégorie cette année, et puis 4e au scratch, c'est des bonnes performances. Je pense qu'en 2017, je cours encore plus vite qu'elle, plus maintenant. Je te cède la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis là ce soir pour vous parler de l'activité physique et de la grossesse parce que je l'ai vécue à 3 reprises. Et je vais commencer par me présenter brièvement pour que vous puissiez comprendre mon histoire. J'ai donc toujours fait beaucoup de sport depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé par l'athlétisme, après j'ai fait du patinage artistique en compétition. En lien avec le patinage artistique, je faisais de la gymnastique rythmique, des agrès. Et puis, pendant mes études de physiothérapeute, j'ai un peu changé de domaine. J'ai commencé un peu tout. L'escalade, la course à pied, le vélo, la natation. Et puis, après mes études, j'avais plus de temps, donc j'ai fait des sports d'endurance, de la course à pied, et ça j'en fais toujours beaucoup actuellement, du ski de randonnée, du skating, du triathlon. Mais vraiment, mon sport principal depuis ces 10 dernières années, c'est la course à pied. Je suis donc physiothérapeute depuis 2013 et puis physiothérapeute du sport depuis 2016. Je suis maman de 3 enfants qui sont nés en 2017, 2020 et 2023. Étant donné que le sport m'a accompagnée durant toute ma vie, qui fait partie de mon quotidien, ça me semblait logique en fait de continuer du sport pendant ma grossesse. Mais avant de tomber enceinte en 2016-2017, j'en avais parlé à mon gynécologue. J'ai un peu tâté le terrain parce qu'il n'y a pas tous les gynécologues qui étaient d'accord que enceinte en fasse du sport. Alors je lui avais posé la question, le jour où je serai enceinte, est-ce que je pourrais continuer? Il m'avait dit oui. Alors je suis restée chez lui du coup. Et puis donc en accord avec lui et avec un suivi de sa part, il m'a toujours bien conseillé. J'ai pu faire du sport pendant mes 3 grossesses et aussi en compétition, principalement en course à pied.
J'avais pour ça quelques principes de base. Tout d'abord, de savoir écouter son corps. La perception corporelle, elle n'est peut-être pas donnée à tout le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des sports dans l'artistique où le ressenti, il est très important. Donc, j'ai un bon ressenti personnel. Mais je suis aussi physiothérapeute et puis mon travail est aussi basé sur le fait de faire prendre conscience à mes patients de leur ressenti. Donc, ça fait partie de mon quotidien. J'ai été certainement avantagée à ce niveau-là pour pouvoir pratiquer du sport enceinte. Je ne voulais pas commencer de nouvelles activités pendant ma grossesse. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, qui est important, je pense, pour savoir aussi si le ressenti durant le sport, il est normal, étant donné qu'on l'a déjà vécu, ou bien pas. Ça évitera aussi certainement des chocs ou des chutes. Chose qu'il faut vraiment éviter pendant la grossesse, évidemment. L'hydratation, elle est très importante pendant la grossesse, mais si on pratique du sport, il faut d'autant plus s'hydrater avant le sport, pendant le sport. Peut-être prendre des gourdes avec nous alors qu'on n'en prend pas habituellement pour ne pas être déshydraté, et après le sport également. Il faut savoir qu'on a parfois des vomissements pendant surtout les 3 premiers mois de grossesse, et si on vient à être déshydraté, ça peut aussi être un danger. Donc une semaine où on a eu beaucoup de vomissements, peut-être qu'il faut limiter le sport et puis juste se remettre en santé. Il faut garder dans un petit coin de sa tête que les symptômes peuvent parfois arriver le lendemain ou le soir. On en parlera un petit peu par la suite. Pendant le premier trimestre, il faut se poser les bonnes questions par rapport à la perception de son corps. Est-ce qu'on est capable de sentir si tout à coup ça tire, ça tend dans le ventre, si ça se durcit? Il faut savoir aussi se poser la question, est-ce qu'on est fatigué? Moi, je suis toujours partie sur le ressenti. Si un jour j'étais fatiguée, j'allais pas m'entraîner. J'étais fatiguée, j'avais besoin de repos, je me reposais. Et puis le sport, ça sera pour un autre jour. Est-ce que je suis suffisamment hydratée? Alors justement, si on a une semaine avec beaucoup de vomissements, c'est peut-être pas idéal d'aller faire du sport. Ça m'est arrivé dans le cadre du BCN Tour. J'étais, durant ma première grossesse, en 2017, leader de ma catégorie, j'avais le maillot jaune. J'étais 3e du scratch, femme. Et puis, forcément, ça titille de continuer, mais j'avais vomi pendant 3 jours d'affilée. J'étais vraiment déshydratée. Et au moment de la course, j'aurais pu courir, ça allait un peu mieux. Mais étant donné que ça faisait 3 jours et que j'étais pas super bien, j'ai préféré abandonner, laisser tomber mon maillot jaune. Et puis, je me suis dit que la forme, elle allait bien revenir par la suite. J'ai quand même fini les autres étapes du BCN Tour, mais j'ai pas été classée au général. Et puis, c'était pas un souci. Est-ce qu'on doit adapter son alimentation? Alors, de toute manière, il faut s'alimenter sainement. Mais peut-être que là, dans le cadre de l'activité sportive, il faudrait prendre un cas supplémentaire avec durant le sport, ou est-ce qu'il faudrait prendre des compléments alimentaires? C'est des choses qui peuvent être parlées avec votre gynécologue, vous allez être conseillé. Et moi, ça avait été le cas et je pense que c'est important. Le sport choisi, alors il peut présenter différents chocs. Je pense que la boxe, l'escrime, c'est effectivement peut-être pas des sports adaptés. Moi, j'ai fait de la course à pied. Ça peut paraître impactant, mais j'en ai fait depuis tellement longtemps. J'ai une foulée qui est légère, ça m'a jamais posé problème. Et puis, si ça avait été le cas, j'aurais arrêté. Et je pense qu'il faut encore une fois en parler avec le gynécologue. Autre chose, est-ce que le sport présente des risques de chute? Moi, je faisais du triathlon avant ma première grossesse et ça, j'ai stoppé. Je suis jamais vraiment tombée de mon vélo, mais si c'était arrivé pendant ma grossesse, je pense que ça aurait pu être fatal. Donc, j'ai pris la décision de ne pas faire de triathlon pendant ma grossesse, bien que du vélo, j'en ai fait, mais pour le plaisir, sans faire des compétitions. Durant le 2e trimestre, en général, on se sent... Attendez voir, j'ai... Durant le 2e trimestre, en général, on se sent en bonne forme générale, on a moins de nausées, on a moins de fatigue, donc tout va bien, mais on prend du poids, normalement. Sur cette photo, on ne le voit pas encore trop. Là, j'étais au début du 2e trimestre. C'était au semi-marathon d'Aletsch. On prend du poids, ça a un impact sur sur le centre de gravité. Ça a un impact aussi sur nos appuis et du coup, il y a davantage de risques de chute. Donc ça, c'est à savoir.
Il y a des changements cardiovasculaires, donc plus d'essoufflement. Les pulsations sont aussi plus élevées, ça rend l'effort plus difficile. Et puis, le temps de latence des symptômes, il est toujours présent. Ça veut dire que pendant l'effort, tout peut bien se passer. Puis tout à coup, le lendemain ou le soir même, on a le ventre qui tire, qui se durcit. Donc, faites attention, faites plutôt un peu moins que trop. Et si l'effort a convenu, pourquoi pas faire un petit peu plus la fois d'après, mais il faut toujours faire attention. Pendant cette période de la grossesse, moi, j'ai dû adapter pour limiter les chocs. J'ai 2 exemples. J'avais déjà des copains assez sympas en course à pied qui étaient toujours d'accord de venir courir avec moi, même si je courais moins vite. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on posait une voiture en fait en haut, à l'endroit où on voulait arriver, et on descendait avec une autre voiture en bas. Donc, on faisait la montée, mais on faisait pas la descente. Parce que moi, en descente, ça me contractait le ventre, et puis du coup, j'aurais pas pu faire de montée, alors que j'adore ça. Donc, j'avais des amis sympas. Et j'avais aussi un mari super sympa. Parce que des fois, je partais toute seule courir, forcément, et j'allais à plat, puis ça m'ennuyait un peu. Alors, je commençais quand même à monter, puis je montais encore, puis après, je l'appelais. J'étais dans un alpage, puis je lui disais « Tu veux venir manger? Je suis à tel et tel alpage. » Puis comme ça, on redescendait en voiture, et j'avais pas besoin de faire la descente, et je me réveillais pas le lendemain avec le ventre tout dur. 3e trimestre, là, on a le ventre qui s'arrondit quand même bien. Moi, j'ai continué à faire du sport, mais vraiment pour le plaisir et toujours en adaptant. J'ai effectivement fait du skating en Laponie. Ça, c'était durant ma 3e grossesse. Ça me semblait fou d'aller là-bas, d'avoir des paysages incroyables, puis pas pouvoir prendre mes skis avec. Alors, j'y suis allée, mais vraiment très calmement. J'y allais le matin, aux aurores, tranquillement, pour juste profiter des paysages. J'y suis aussi allée avec ma fille pour lui faire découvrir le sport, mais c'était que pour le plaisir. La raquette, j'en ai fait. Là, on voit la photo, c'était juste un jour avant que j'accouche de ma fille. J'étais montée au chasseron. Et j'ai privilégié la raquette que le ski de randonnée, parce que pendant ma 3e grossesse, je me suis dit que je pouvais quand même tenter le ski de randonnée. Je me sentais bien, mais il faut des fois être encore plus prudent. Je me suis dit que j'allais monter en ski de randonnée. J'étais à Anvers, je voulais monter jusqu'à la station en haut où il y a le télécabine, et puis redescendre en télécabine, comme ça je risquais pas de chuter en descente. Mais c'était gelé ce jour-là, et j'ai réussi à glisser et tomber en montée. Donc rien de grave, mais ça aurait pu. Donc j'ai privilégié en général la raquette plus que le ski de randonnée. Yoga, pilates, ça j'ai aussi pratiqué longtemps durant ma grossesse. Mais ça peut paraître doux et du coup plus facilement réalisable qu'un autre sport. Moi, en l'occurrence, de tenir les positions prolongées en flexion, c'était pas ce qui me convenait le mieux. Donc, j'ai dû parfois adapter les positions ou juste changer d'exercice. Mais j'ai pu en faire. Par contre, ça dépend quand même des positions et ça dépend de la forme du ventre de chacun. La course à pied, j'en ai fait jusqu'au 8e mois. Alors, pendant mes 2 premières grossesses, un petit peu moins parce qu'elles se sont terminées sur l'hiver. Et puis, j'avais pas envie de glisser sur une plaque de glace. Le vélo. Alors, ça dépendra de chacun au niveau de la forme du ventre. Mais moi, j'en ai fait pour ma 3e grossesse jusqu'au jour avant d'accoucher. Mais pour le plaisir, avec mes enfants, pour me déplacer principalement. Mais c'était possible et je me sentais très bien. Le sport le plus adéquat et qui convient, je pense, au plus de monde, c'est la natation, parce que on flotte, on se sent bien, c'est relaxant. Et puis là, même la semaine avant d'accoucher, je pouvais encore faire 1,5 kg, 2 kg sans problème, parce que j'ai toujours été habituée à faire du sport. Ça, c'est individuel à chacun. Mais la natation, c'est ce que j'avais trouvé le plus agréable en fin de grossesse. Si le sport fait mal au niveau du bassin, parce que forcément les ligaments se distendent, c'est normal, le bassin doit bouger pour laisser l'ouverture du bassin se faire et le bébé descendre au moment de l'accouchement. Si ces ligaments se distendent et que des douleurs apparaissent au niveau des sacro-iliaques, il existe des ceintures à scratch qu'on peut trouver, moi c'était chez ma physiothérapeute, mais en pharmacie aussi je pense, des ceintures qui viennent stabiliser au niveau du bassin puis qui permettent peut-être de continuer à marcher alors que la marche ferait trop mal. En cas de fuite urinaire, je pense qu'il faut stopper. On verra peut-être ça plus tard avec la doctoresse Capoccia. Mais j'imagine que ça peut avoir des répercussions sur un plus long terme. Maintenant, la compétition.
pendant la grossesse, moi j'en ai pratiqué. J'ai vraiment essayé de respecter les différents points. Donc, en accord avec le médecin, on a discuté de ce qui était faisable et pas. On a mis au point à différents moments de la grossesse pour voir aussi l'évolution. C'est important, si on veut faire de la compétition, d'avoir une bonne hygiène de vie. Ça, c'est sûr, mais peut-être d'autant plus bien se reposer, beaucoup boire, peut-être prendre des compléments alimentaires et être suivi à ce niveau-là. Adapter les compétitions. J'ai mis la photo avant du semi-marathon d'Aletsch. J'avais fait cette course, mais en fait, c'était pas ça qui était prévu à la base. Je voulais faire Sierzinal. Sierzinal à 5 mois et demi de grossesse. En fait, j'étais inscrite avant de savoir que j'étais enceinte. Puis je m'étais dit que ça allait encore juste le faire. Mais en réalité, Sierzinal, j'avais jamais fait cette course. Elle va quand même très haut en altitude. Je pense que l'altitude, il faut faire attention. Je sais pas si c'est 2005-3000 mètres qu'il faut respecter pour que l'enfant, que le sang soit toujours bien oxygéné. Mais par rapport à l'altitude, je pensais que c'était un petit peu trop. Il y avait trop de risques de chute aussi dans le Plérier. Il y avait une descente qui était vraiment trop abrupte et puis qui risquait de me créer des contractions. Donc j'avais privilégié le semi-marathon d'Aletsch, qui est une course principalement en montée, où tous ces risques étaient éliminés. Puis si ça n'avait pas été, j'aurais été capable d'abandonner aussi. Donc, justement, abandonner, il faut garder ça dans un coin de sa tête. Et ça a été le cas donc lors de mon BCN Tour, où j'étais un peu triste de ne pas pouvoir être classée au général, vu que ça se passait bien. Mais au final, c'était pas un problème. Et puis, de faire tout ce sport durant la grossesse, ça permet de se sentir bien. Enfin, moi, je me suis toujours sentie bien. J'ai eu 3 grossesses de rêve. Alors, est-ce que c'est grâce à l'activité? Je ne sais pas. Mais j'ai eu assez peu de nausées. J'ai pris relativement peu de poids aussi. Et puis, j'étais toujours très, très bien. Par rapport à la prise de poids, là, j'ai quelques conseils physio à vous amener. La prise de poids, elle va influencer le travail de vos muscles parce que forcément, si vous êtes plus lourd, les muscles travaillent plus, ils peuvent se fatiguer plus vite et des tensions peuvent apparaître. Donc, c'est bien d'être attentive au ventre, mais peut-être aussi au reste du corps, et puis être conscient que c'est peut-être la prise du poids qui peut créer une douleur par-ci, par-là, et adapter en fonction de ça. Durant la grossesse, on a les ligaments qui se distendent aussi, donc les risques d'entorse sont plus importants. Il faut le savoir. Une chose que je conseille à toutes les mamans qui font du sport pendant leur grossesse, c'est de ne pas garder vos chaussures que vous avez utilisées durant la grossesse après l'accouchement. Tout simplement parce qu'avec la prise de poids et le fait d'avoir d'autres appuis pendant votre grossesse, les chaussures, elles vont être usées, pas comme une période où vous n'êtes pas enceinte. Et ça pourrait créer des blessures par la suite. Donc les chaussures déformées lors de la grossesse à jeter. L'activité physique durant la grossesse, elle favorise aussi la reprise du sport postpartum. C'est vrai que du sport ou même de simplement être capable de marcher avec son enfant en portage dans le dos, si on a gardé l'activité pendant la grossesse, on sera moins fatigué de le faire après l'accouchement. Mais la reprise du sport, c'est vrai que moi, j'ai pu faire en accord avec ma gynécologue, avec ma physio en urogynécologie, j'ai repris le sport assez tôt. Je faisais du sport, du ski 2 semaines après l'accouchement, du vélo en appartement, dans les 3 cas 2 semaines après l'accouchement aussi. La course à pied, il faut quand même attendre 10 semaines que le corps se remette. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir cette photo-là au BCN Tour. C'était donc 4 mois après l'accouchement de ma première fille. Et puis, j'avais retrouvé mon maillot jaune. Donc, j'avais dû l'abandonner l'année précédente, mais là, je l'avais retrouvé avec ma petite fille dans les bras. Et puis voilà, c'est trop beau. Oh, j'ai été trop loin. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense que ça viendra par la suite. Je vais laisser la parole à Madame Caputia. Bonsoir à toutes et à tous, chers publics, chers collègues. Voilà, bravo aux 2 personnes qui nous ont présenté tout le sport de haut niveau pendant la grossesse. C'est impressionnant. Bravo pour votre palmarès. Il ne faut pas que ça décourage les femmes enceintes ou qui prévoient une grossesse, parce que ce n'est pas pour la majorité des femmes.
Donc là, on va un petit peu retomber dans le commun des mortels avec ma présentation. On va plus parler des femmes en général, comme la majorité d'entre vous et comme moi, donc qui pratiquent du sport régulièrement et fréquemment, mais sans compétition, ou de temps en temps, ou pas du tout. Mais tout le monde peut commencer à pratiquer du sport pendant sa grossesse. Alors, quelle est la place de l'activité physique pendant la grossesse ? Après une brève introduction, je vous parlerai des bénéfices du sport, des risques et des contre-indications, de comment on prescrit du sport, de la période postpartum et je conclurai. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de parler de ça ? Parce que l'activité physique pendant la grossesse peut être génératrice de peur chez la patiente et encore plus dans son entourage. Il y a beaucoup de questions qui reviennent très souvent en consultation. Est-ce que j'ai des risques de perdre ma grossesse si je continue à faire du sport ou si je commence à pratiquer du sport? Est-ce que j'ai des risques d'accoucher prématurément? Est-ce que je vais perdre les os? Ou est-ce qu'il y a des risques de blessures chez mon bébé? Raisonnablement, on peut répondre non à toutes ces questions. L'activité physique est bénéfique pour les femmes enceintes et leurs bébés, sous certaines conditions, évidemment. Déjà au XVIIIe et XIXe siècle, les activités physiques ne sont pas recommandées chez les femmes enceintes par crainte d'une grossesse non évolutive ou d'un accouchement prématuré. À cette époque-là, les femmes de milieu aisé ne doivent pas voyager, elles sont autorisées à des petites promenades, mais elles ne doivent pas exercer d'activité physique, elles doivent plutôt être enfermées dans leur chambre, se reposer avec les fenêtres fermées. Par contre, dans les milieux populaires de l'époque, le repos n'est pas possible, les femmes doivent travailler jusqu'à l'accouchement. Et c'est très intéressant de voir ça parce que à cette époque-là, déjà, certains médecins, donc avant la médecine basée sur l'évidence, certains médecins remarquaient déjà les évolutions différentes de grossesse. Un obstétricien français très connu de la fin du XVIIIe siècle disait « Les paysannes qui s'activent jusqu'à leur accouchement ont des grossesses et des couches heureuses ». Par opposition, il disait que des femmes de milieu fortuné, enfin de ces femmes-là, qu'elles étaient plus souvent malades et accouchaient plus difficilement. Alors, c'était des impressions cliniques à cette époque-là, mais elles sont quand même très importantes. Il faut en tenir compte. Quels sont les bénéfices de pratiquer du sport pendant sa grossesse? Déjà, ça permet de maintenir ou d'améliorer la capacité cardio-respiratoire, l'endurance, la force, l'agilité, la coordination, l'équilibre. Le contrôle de la prise pondérale est meilleur durant la grossesse. L'activité physique atténue les douleurs musculaires et articulaires. Ça prévient et ça réduit l'incontinence urinaire à court terme pour autant que ce soit bien pratiqué. Il y a une diminution du risque d'avoir un bébé de poids trop important et une amélioration des chances d'accoucher par voie basse et surtout d'accoucher par voie basse sans instrumentation. Il y a également une diminution du risque d'hypertension et de prééclampsie. La prééclampsie étant une maladie liée à l'hypertension qu'on peut avoir seulement pendant la grossesse, qui est liée à un problème de placenta, mais qui atteint potentiellement les poumons, le cerveau, le cœur et les reins. Donc c'est vraiment une maladie qui peut être très grave. Il y a également une diminution du risque de développer un diabète de grossesse. Et si on développe un diabète de grossesse, le taux de sucre est plus facilement contrôlé par des activités sportives. Le sport procure également un bien-être psychologique et diminue le risque de dépression. Évidemment, tous ces facteurs sont liés entre eux. Quelqu'un qui a une grossesse harmonieuse sans complications se sent forcément mieux pendant sa grossesse. Enfin, tout est interdépendant. Par contre, l'activité sportive intense est sans bénéfice prouvé. Donc, elle est réservée aux athlètes, aux personnes qui pratiquent énormément de sport, sous surveillance, comme ça a été le cas de notre collègue Madame Desmarceaux. Malgré tous les avantages prouvés, l'activité physique est recommandée seulement depuis quelques années chez les femmes enceintes. Il existe tout de même des risques chez les femmes avec des grossesses harmonieuses sans complications. Déjà, les traumatismes maternels, avec les risques de chute ou de collision. Il faut savoir qu'il y a moins d'équilibre pendant la grossesse avec le changement de centre de gravité, donc les femmes tombent plus facilement. Si elles tombent, elles peuvent se faire une fracture, par exemple avec une fracture du fémur, on peut perdre 1,5 litre de sang. Si on saigne énormément puis qu'on a une baisse de pression artérielle, le corps de la femme va protéger la femme et ses organes vitaux, c'est-à-dire le cerveau, le cœur,
les surrénales, mais pas l'utérus qui n'est pas un organe vital. Les risques de collision également, tous les sports de contact avec des risques de traumatisme direct sur le ventre et des risques de décollement placentaire. Il faut quand même que ça soit un traumatisme important, mais c'est vite fait dans les sports d'équipe, dans le football par exemple, il faut vraiment faire attention. Il y a également les risques de surcharge articulaire. Dès le début de la grossesse, la femme sécrète différentes hormones, dont la relaxine, qui est une hormone qui, comme elle le montre, relâche les articulations. Grâce à ça, l'accouchement par voie basse est possible, sinon le bassin serait beaucoup trop dur, trop ferme et trop serré. Mais l'effet secondaire de cette hormone, c'est que toutes les articulations sont relâchées. Donc il faut faire attention de ne pas se blesser. Il y a également dans certains sports spécifiques des complications possibles, comme l'accident de décompression fœtale en cas de plongée sous-marine. Le fœtus n'a absolument pas la capacité de filtrer les bulles d'azote. Donc, il ne faut pas faire de plongée sous-marine, même si on en fait habituellement. Et rarement, il y a aussi le mal aigu des montagnes. Donc, quelqu'un qui vit en plaine, même quelqu'un d'entraîné, ne devrait pas aller faire du sport à plus de 2500 mètres. Il n'y a pas assez d'oxygène. Et il y a un risque augmenté de mal aigu des montagnes avec possibilité d'avoir un œdème cérébral ou un œdème pulmonaire. Donc, c'est de l'eau dans les tissus à l'endroit où il ne devrait pas du tout y en avoir. Et ça, c'est très dangereux. Un autre risque, mais plutôt théorique, c'est au premier trimestre, pendant la formation des organes de l'embryon, une augmentation de la température corporelle à plus de 39 degrés. Ce qui est quand même très rare en pratique. Il y a des études qui ont montré que si on fait 35 minutes de sport dehors de l'eau, sur Terre, et qu'on fait un effort intense, normalement le corps régule la température, il monte au maximum à peu près à 38,3. Mais il y a quand même des exceptions si on fait du sport en plein soleil, dans un endroit très chaud. Donc il faut juste faire attention à ça. Si on est dans l'eau, la température augmente moins, elle monte maximum à 37,6 à peu près. Le sport n'entraîne donc pas d'augmentation du risque de grossesse non évolutive, de mort in utero, de prématurité, si toutes ces consignes sont respectées. Il existe tout de même certaines contre-indications à pratiquer des sports pendant la grossesse. Certaines femmes souffrent de maladies cardiaques sévères ou de maladies pulmonaires sévères. Ces femmes-là, généralement, savent qu'elles ne peuvent pas pratiquer le sport. Elles sont suivies par un cardiologue depuis longtemps. Elles ont des suivis conjoints pendant leur grossesse. Donc, c'est des situations qui sont connues et qu'on suit petit à petit sans leur recommander de faire du sport. Il y a également les patientes qui souffrent d'hypertension mal contrôlée ou de prééclampsie. Certaines femmes ont des problèmes liés à leur grossesse, une insuffisance du col utérin, une menace d'accouchement prématuré, une rupture prématurée des membranes. Ces femmes ne doivent pas pratiquer le sport. Les femmes également qui saignent au 2e ou au 3e trimestre, celles qui ont un placenta prévia, c'est-à-dire qui est devant le col, au 3e trimestre. Les femmes dont le bébé a un retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire que le bébé ne grandit pas assez parce qu'il n'est pas assez perfusé par le placenta. Comme les efforts physiques diminuent la perfusion placentaire pour perfuser les muscles, le bébé sera moins perfusé. Et ça, c'est pas bon si déjà il a un problème chronique de perfusion. Par contre, je précise que c'est absolument pas le cas chez les femmes qui pratiquent du sport avec une grossesse harmonieuse, parce que s'il y a une baisse transitoire de perfusion, c'est pas grave du tout, il n'y a pas de conséquences. Et les grossesses triples ou plus font que, actuellement, en tout cas, on ne recommande pas de sport, mais c'est des grossesses qui sont relativement rares actuellement. Maintenant, comment est-ce qu'on prescrit une activité physique ? On ne peut pas tellement faire une ordonnance en disant maintenant vous faites 150 minutes de sport par semaine et puis débrouillez-vous, vous me redites à la fin de la grossesse si ça s'est bien passé. Donc déjà, il faut savoir que la grossesse, c'est le bon moment pour motiver les femmes peu sportives ou sédentaires à débuter une activité physique. Mais il y a différentes choses auxquelles il faut faire attention. Déjà, on doit évaluer l'état de santé de la femme, ses antécédents médicaux, les facteurs liés à la grossesse actuelle et son niveau d'activité physique. Ensuite, on peut recommander le type et l'intensité d'activité selon le niveau d'activité préalable. Dans plus de 2/3 des cas, c'est une activité modérée qu'on recommande. C'est assez simple de prescrire une activité modérée parce qu'il suffit d'expliquer le talk test aux patientes, c'est-à-dire qu'elles peuvent par exemple faire de la marche rapide, elles doivent être un petit peu essoufflées, mais elles doivent pouvoir continuer à parler.
Elles doivent par contre pas pouvoir chanter. Ça, c'est assez simple comme repère. Pour les femmes hyper connectées, si elles ont une montre et puis qu'elles sont toujours en train de contrôler leur fréquence cardiaque, souvent c'est des femmes quand même sportives à la base, mais voilà, si elles veulent contrôler ça, il faut pas dépasser le 80, voire être un petit peu au-dessous de 90% de leur fréquence cardiaque maximale, à adapter en fonction de l'âge évidemment. La fréquence et la durée doivent aussi être expliquées et recommandées à la femme pour qu'elle sache comment commencer. Évidemment, elles doivent éviter pendant l'effort l'hyperthermie, donc elles doivent faire attention à la température, être bien hydratées et avoir une alimentation équilibrée autour des périodes de sport également. La structure idéale des séances, c'est un échauffement de 5 à 10 minutes, des exercices au total sur une semaine de 150 minutes répartis en au moins 3 séances. Ça dépend toujours de son emploi du temps, de l'habitude qu'elle a avant de faire du sport, du travail, des enfants qu'elle a à la maison. Mais il faut l'aider un petit peu à organiser sa semaine si elle a du mal à savoir comment elle peut commencer à faire des activités physiques. Il faut quand même noter qu'une femme sédentaire, à qui on dit au début de sa grossesse, super, vous êtes enceinte, si vous voulez avoir une belle grossesse et bien accoucher, il faut absolument que vous fassiez 150 minutes de sport par semaine, elle va pas y arriver. Elle va avoir peur, elle va essayer, elle va être fatiguée, elle va se sentir mal, elle va culpabiliser, donc c'est vraiment pas quelque chose à faire. Chez quelqu'un qui ne fait pas de sport, si déjà on arrive à la convaincre de commencer par 3 fois par semaine 10 minutes de marche active, marche rapide, et puis après évaluer et la faire augmenter petit à petit, puis à chaque contrôle lui en reparler, ça c'est déjà une victoire, même si au bout de la grossesse elle fait 1 heure de sport de marche rapide par semaine, c'est vraiment excellent, c'est déjà très bien. Puis il faut l'encourager dans ce sens-là. Et pour maintenir et développer la fonction cardio-respiratoire et musculaire, il y a des sports vraiment qui sont parfaits. La marche rapide, peu de risque de chute pour autant qu'on n'aille pas sur un terrain trop glissant, escarpé ou avec beaucoup de cailloux, avec des bonnes chaussures évidemment, éventuellement des bâtons de marche. Mais on peut facilement partir, si on n'a pas l'habitude de faire du sport, avec son compagnon, avec une copine, aller marcher. C'est plus distrayant que d'aller marcher tout seul. Donc c'est vraiment un sport idéal pour les femmes enceintes. La natation est excellente aussi. Après, il faut que les femmes aiment nager, parce que quand on n'aime pas nager, c'est assez difficile de commencer à aller nager. Mais bon, effectivement, la grossesse, ça peut être un bon moment pour être motivé. Mais après, il faut quand même se préparer, il faut y aller, il faut se doucher. C'est un peu long et ça prend pas mal de temps. Mais c'est un excellent sport, parce qu'il n'y a pas de risque de chute, parce qu'il n'y a pas de perte d'équilibre, il n'y a pas de surcharge des articulations. Donc ça, c'est vraiment un sport idéal. Le vélo d'appartement ou le spinning qui évite les chutes, donc il y a aussi un excellent moyen de faire du sport pendant la grossesse. Le yoga et le pilate, les deux sont très bien, mais il faut faire attention. Si la femme fait beaucoup de yoga avant, elle peut continuer à suivre ses cours habituels, à faire son yoga habituel, et elle va adapter elle-même, éventuellement avec son prof, les postures qu'elle peut continuer à faire ou pas, selon son inconfort. Si c'est une patiente qui n'a jamais fait de yoga, il ne faut pas lui faire du yoga dans un cours classique. Il faut lui faire du yoga plutôt dans des cours spécialisés pour les femmes enceintes. C'est beaucoup plus adapté dans les postures. Le pilate également. Et si la patiente est entraînée, qu'elle fait de la course à pied, elle peut continuer tout à fait à en faire. Elle doit quand même bien s'hydrater, évidemment, faire attention à ses articulations, faire attention de ne pas aller sur des terrains où elle peut tomber. Et surtout, il faut qu'elle travaille la force de son périnée, qu'elle rééduque son périnée en parallèle de la course à pied, parce que c'est un sport à impact. Et il y a déjà une faiblesse due à la pression de la grossesse et puis à l'affaiblissement des tissus à cette époque-là. Les sports de raquettes aussi sont très bons pour les femmes qui en font déjà, parce qu'elles ont une musculature développée qui va protéger ces articulations. Mais il ne faut pas commencer à faire du tennis pendant la grossesse, parce qu'avec les troubles de l'équilibre, le changement du centre de gravité, avec la surcharge des articulations, sans avoir la musculature développée, elles vont se blesser. Donc il ne faut pas les encourager à faire ça. L'entraînement de force en salle peut être tout à fait continué aussi, plutôt avec une diminution des poids pour protéger les articulations, et puis essayer de stimuler ces femmes à faire un peu plus de cardio et un peu moins de musculation. C'est bien d'adapter juste pour la période de la grossesse. À éviter ou à pratiquer avec une grande prudence, donc tous les sports de contact, comme je vous ai dit, hockey, boxe, football, basket, tous les sports avec risque de chute, ski, vélo de montagne, équitation, la gymnastique.
C'est difficile évidemment de dire à une femme qui fait ce sport avec passion d'arrêter de le faire, mais il faut juste qu'elle soit informée des risques puis qu'elle adapte sa pratique, comme l'a fait Madame Desmarceaux. Elle a adapté sa pratique à son état de grossesse. Mais c'est une discussion, ça se fait assez bien quand on aborde le sujet avec du temps. Le sport en haute montagne, donc il ne faut pas monter et faire du sport en haute montagne le jour même à plus de 2500 mètres. La plongée sous-marine est vraiment à éviter. Et avec tous ces sports, il faut protéger et renforcer le périnée avec des exercices hypopressifs. Pour faire ça, l'idéal, c'est de faire ça accompagné par une physiothérapeute ou un physiothérapeute spécialisé dans le plancher pelvien ou une sage-femme spécialisée. Et grâce à ça, on peut vraiment pratiquer les sports pendant la grossesse. Quand interrompre une activité physique, s'il y a des saignements, des douleurs abdominales avec ou sans nausée, des contractions douloureuses et régulières, des pertes de liquide, des difficultés à respirer, alors pas pendant l'effort, ça c'est normal, mais avant l'effort. S'il y a un malaise, une syncope, des maux de tête, des douleurs au thorax ou des pertes d'équilibre, à ce moment-là, il faut que la patiente consulte. Et après l'accouchement, on sait que l'alimentation équilibrée et l'activité physique entraînent une perte de poids et diminuent les risques de surpoids, d'hypertension et de diabète à long terme. Donc c'est vraiment recommandé. L'activité physique, en plus, diminue le risque de dépression du postpartum. Après l'accouchement par voie basse, la question toujours, c'est quand est-ce qu'on peut reprendre une activité physique ? Dès que possible. Mais ça dépend de la situation, du type de lésion périnéale en cas d'accouchement donc par voie basse. Si la patiente a une anémie, si elle souffre d'une anémie, ça sera difficile de faire beaucoup d'efforts physiques, donc il faut adapter à ça. Les complications éventuelles liées à l'accouchement ou à la grossesse, et évidemment, ça dépend du rythme de chacun. C'est à discuter au cas par cas avec les professionnels. Quant à la rééducation du périnée, pour prévenir l'apparition ou pour traiter l'incontinence, il faut la commencer dès les premières semaines après l'accouchement. Quand même, selon la présence de déchirure périnéale ou épisiotomie, il faut quand même voir les douleurs que présente la patiente. Il faut respecter ça et puis vraiment aller à son rythme. Mais il faut encourager la rééducation du périnée après l'accouchement et avant de reprendre le sport, surtout si c'est une femme qui fait du sport, qui pratique du sport à impact. Après une césarienne, c'est la même chose, c'est une reprise dès que possible. On ne peut pas donner de règles, ça dépend de la situation, ça dépend des douleurs, des complications éventuelles opératoires, des capacités personnelles. Une rééducation du périnée est aussi recommandée même si l'accouchement a eu lieu par césarienne, parce que ce n'est pas un facteur de protection. Et dès les premières semaines, si la patiente ne présente pas de douleur. Et la reprise progressive sans impact et sans porte de charge peut être faite rapidement avec une reprise des activités habituelles en 6 et 12 semaines. L'idéal, surtout s'il y a des sports à impact, c'est plutôt 12 semaines. En conclusion, toutes les femmes qui ne présentent pas de contre-indication devraient être physiquement actives pendant leur grossesse et après leur accouchement. Au moins 3 séances par semaine, 150 minutes au moins au total. Les activités d'endurance cardio-respiratoire et les exercices musculaires variés doivent être combinés et des exercices d'étirement en plus sont probablement bénéfiques. L'entraînement du plancher pelvien pendant la grossesse et après l'accouchement est recommandé chez tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez venir, Michel et Amélie? Ouais.